Très chers téléspectateurs, vous avez bien fait de choisir Nyota Télévision à travers votre magazine Expression Libre que vous avez pris l'habitude de suivre. Et aujourd'hui, nous revenons avec un nouvel invité, mais il est un habitué de cette émission. Il s'agit de l'honorable Gratien de Saint-Nicolas Iradjan. Il est Élie de Bunia. Nous sommes dans la province de l'Ituri, une province aujourd'hui qui est menacée par l'insécurité et raison pour laquelle le chef de l'État avait décidé de lancer l'état de siège dans cette partie de la République démocratique du Congo. Donc à travers cette émission, nous allons échanger avec l'honorable Gratien de Saint-Nicolas autour de l'état de siège, autour de la loi de finances, du projet de loi de finances qui est en cours d'examen à l'Assemblée nationale. Honorable, bienvenue. Merci. Honorable, vous aviez appris, comme nous savions que les élus de la province de l'Ituri, mais également ceux du Nord Kivu ont séché le plénière, mais nous apprenons que l'Assemblée nationale venait de proroger pour la 12e fois l'état des sièges. D'abord, vos impressions. Bon, c'est un sentiment de regret quand on doit proroger l'état des sièges, sans pour autant comprendre que les résultats restent toujours mitigés. Donc pour moi, je pense que les collègues députés devraient réfléchir encore plus, devraient s'apercevoir de leurs responsabilités, de leur pouvoir, de pouvoir de pouvoir proroger une fois de plus sans maîtriser les contextes du terrain. C'est trop dangereux parce que je l'ai toujours dit, quand nous levons notre main, ces pouvoirs-là, c'est plutôt un double tranchant. Ça veut dire que si vous votez mal, vous tuez la République. Et si vous votez bien, vous sauvez la République. Donc c'est important que les collègues, chaque fois, avant de voter, de proroger, comprennent ce qui se passe réellement sur le terrain. Voilà. Et du fait qu'ils ont prolongé pour la 12e fois, vous les élus de la province de l'Ituri, mais également ceux du Nord Kivu, vous étiez absents. Vous ne pensez pas que votre absence favorise également une prorogation de trop? Nous sommes conscients que nous ne pouvons pas arrêter la machine, même si nous ne sommes pas dans la salle. Parce que quand vous prenez le nombre total des élus du Nord Kivu, de l'Ituri, nous sommes, je pense, bien 70, parce qu'il y a 28 députés nationaux en Ituri. Et si j'ai bonne mémoire, il y a 42 au Nord Kivu. Donc nous sommes dans les 70. Et pour qu'on puisse bloquer une loi, pour que la loi ne soit pas votée, pour qu'il n'y ait pas prorogation, il faut qu'il y ait au moins 251 personnes qui votent contre. Et donc avec 70, ce n'est que normal, nous n'allons pas bloquer la machine. Mais au moins nous sommes en train de respecter les principes selon lesquels quand vous faites quelque chose sans moi, vous le faites contre moi. Mais c'est pourquoi j'ai dit honorable, vous savez que vous êtes au nombre de plus ou moins 70, vous savez que la machine ne peut pas être bloquée, mais pourquoi vous utilisez cette procédure, cette démarche-là? Je viens de le dire, quand vous faites quelque chose sans moi, donc vous le faites contre moi. Mais si vous faites quelque chose pour moi, vous devez m'associer. Et donc si nous ne sommes pas dans la salle, c'est une façon de montrer que nous ne sommes pas contents et que vous voulez faire quelque chose contre nous. Mais jusque où vous irez avec cette démarche? Ça va aller jusqu'où? Non, je crois que c'est important qu'on se mette tous d'accord que l'état des sièges ordonnancé par le chef de l'État puisse avoir un résultat et pas n'importe lequel. Il faut qu'il y ait un résultat positif. Parce que s'il faut prendre l'aspect des choses, j'ose croire que le chef de l'État, avec les techniciens ou les experts, ils ont pris cette décision légale, parce que ça se fonde sur la Constitution, parce qu'ils voulaient ramener la paix en Ituri comme au Nord Kivu. Mais si on se retrouve face à une situation où il n'y a pas de paix, au lieu qu'on ramène la paix, mais plutôt ce sont les massacres qui continuent, plus que même quand il n'y avait pas état de siège, quand même, il faut être malade ou il faut être, je dirais, il faut être mentalement malade pour accepter de prorogation en prorogation avec des résultats négatifs où les gens souffrent plus
que quand il n'y avait pas l'état de siège. Mais c'est la question honorable qu'on se pose. Même la presse au niveau national s'interroge. Qu'est-ce qui fait qu'il y a l'état de siège, mais il y a augmentation de violence dans cette partie de la République? Vous êtes élu de la province de l'Ituri. Qu'est-ce qui fait ça? Il faut comprendre le contexte état de siège et le contexte normal. Le contexte normal, l'armée est en train de se battre. Avec l'état de siège, on concentre les efforts de l'armée pour se battre et avoir beaucoup de résultats. Et pour cela, l'État met à la disposition de nos forces de sécurité beaucoup de moyens. Et quand je parle de moyens, ça veut dire qu'il y a beaucoup de ressources financières, beaucoup de ressources humaines et beaucoup de ressources matérielles pour contrecarrer l'ennemi et les contraindre donc à pouvoir déposer les armes, les contraindre à ne plus faire les massacres, les contraindre à se résigner, non, à accepter de renoncer à toutes les hostilités. Malheureusement, les moyens qu'on met à la disposition de nos forces de sécurité, les moyens qu'on concentre pour qu'il y ait un résultat positif, est utilisé autrement. Et c'est ce qui fait que maintenant, l'état de siège tourne. Au lieu d'aller vers le positif, ça rentre vers le négatif. Qu'est-ce que je veux dire? Qui détourne ces moyens-là? Vous êtes allé vite en besoin, je n'ai pas parlé de détournement. Okay. Mais je voudrais dire que les moyens qui sont mis à la disposition de nos forces de sécurité ne sont pas utilisés comme il fallait. Comme il fallait, voilà. Et c'est pour cela, déjà dès le deuxième mois, quand on a prorogé l'état de siège, en 2 mois, la population a crié, la population s'est lamentée, la population a interpellé les élus. Et quand la population nous a interpellés, nous ne devions pas rester insensibles. Nous avons commencé à faire des pressions. Attention, chers collègues députés, vous êtes en train de proroger, mais il faut comprendre les contextes dans lesquels vous prorogez. Comprenez la matière, comprenez ce qui est fait sur le terrain. Mais là, à chaque fois, on cherchait à nous amadouer en disant non, on ne peut pas aller en profondeur parce qu'il y a secret défense. Et aussi parce qu'il y a des députés qui sont impliqués aussi, et donc on ne peut pas en parler, ça reste un sujet tabou. Bon, nous avons demandé, s'il y a des députés qui sont complices, il faut les arrêter, il faut les déférer devant les juridictions. Parce que chaque fois, c'était un discours de nos forces de sécurité. Et même c'était des rapports. Même le président de l'Assemblée nationale a dit que oui. c'est vous, les élus du peuple. Oui, parce que c'était des rapports officiels, en fait, qu'on était en train d'envoyer aux décideurs, à l'exécutif, aux institutions, pour dire que non, si la guerre est là, c'est eux-mêmes qui sont en train de créer cette guerre. C'est eux-mêmes qui les fils maison. Oui. Alors nous avons demandé, si vous avez par exemple des collègues qui sont soupçonnés, arrêtez-les et déférez devant les juridictions. Comme ça, on va établir les responsabilités. Les forces de sécurité n'ont pas été capables de pouvoir les faire. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas arrêté des gens ou on n'a pas trouvé des députés qui étaient impliqués. Alors, nous avons continué à faire notre pression pour qu'on voit clair dans ce qui se passe avec l'état de siège. Et au menu de 3 mois, c'était devenu intenable. À 3 mois d'état de siège, il y avait beaucoup de morts. Et là, nous avons manifesté dans la salle, les élus de Nord Kivu et de l'Ituri, et nous avons aussi collaboré avec les élus des autres provinces, donc les 24 provinces qui restaient. Et ils nous ont soutenus. Nous avons demandé, évaluons d'abord le travail qui est fait en 3 mois, avant de continuer à prolonger. Après un certain moment, vous avez évalué. C'est ce que je suis en train de dire. Oui. Nous avons exigé qu'on évalue. Nous avons évalué. La commission de défense et sécurité a travaillé pendant 2 mois. C'était un travail dur. Et nous avons supporté pendant ces 2 mois encore. Il y avait encore des massacres et des massacres. Et donc, 3 mois d'état de siège. Et nous travaillons dans la commission de défense et sécurité pendant 2 mois. Donc, on est presque à 5 mois. Et finalement, la commission de défense et sécurité va rendre son rapport. Et le rapport dit quoi? Les rapports constatent effectivement que le bilan est mitigé. Les rapports, parce que la commission sécurité et défense a travaillé avec les élus et avec les experts du gouvernement. Donc ce n'est pas un travail seulement de l'Assemblée nationale. Donc ça, le gouvernement congolais lui-même reconnaît que oui, le bilan de l'état de siège est mitigé. Voilà. Donc en fait, c'est le résultat d'un travail mixte
entre l'Assemblée nationale et le gouvernement. Parce qu'au sein de la commission, d'abord, on a demandé que le gouvernement nous dise ce qui se passe. C'est comme ça, les ministres de Défense, les ministres de l'Intérieur, les ministres des Budgets, les ministres de la Justice et les ministres des Finances sont passés pour donner les pressions, pour dire ce qui s'est passé, les donner à leur disposition. Nous avons invité les deux gouverneurs militaires qui sont arrivés aussi, qui se sont exprimés devant l'Assemblée nationale. Et les travaux ont continué avec des experts du gouvernement qui sont venus appuyer les différentes sous-commissions pour travailler et rendre les rapports. Et le rapport qui a été adopté en plénière faisait état d'un bilan qui est mitigé. Donc ça veut dire que les résultats de l'état des sièges est négatif. Et quand on voit aussi ces rapports-là, on demande à ce qu'il y ait un plan de sortie. Parce que les rapports faisaient voir qu'il y a un grand travail qui doit se faire au niveau du gouvernement pour réformer notre système de sécurité. Et donc ce n'est pas avec l'état des sièges qu'on devrait en tout cas trouver une solution les plus tôt. Parce que l'état des sièges, c'est une mesure exceptionnelle et contraignante qu'on ne devait pas toujours proroger. Et donc ça devrait être limité dans le temps et dans l'espace. Et c'est ce qui fait que nous, on a demandé les plans de sortie. Quittons d'abord l'état des sièges et après avoir réformé nos forces, nous allons travailler. Parce que ce n'est pas impossible. C'est là où il y a des divergences avec nos forces de sécurité et les gouvernements. Et ils pensent que pour terminer, restaurer la sécurité, il faut nécessairement rester sous le format état des sièges. Mais on oublie que l'armée a toujours travaillé, de par son travail, de par sa mission régalienne, l'armée a toujours cette faculté, cette mission de sécuriser la frontière et de sécuriser la personne et leurs biens. Donc c'est une mission avec ou sans état de siège, on peut toujours la mener. Mais maintenant, on veut rester sur l'état de siège. Alors, nous avons dit, il faut requalifier, dans ces rapports-là, on dit il faut requalifier l'état de siège. Ça veut dire que nous avons voulu plus qu'on concentre l'état de siège vers les territoires qui sont affectés. Ça, vous êtes au niveau des propositions que vous avez soumises au des recommandations. Des recommandations. Oui. Qu'on requalifie l'état de siège, donc on concentre les efforts dans les territoires où il y a effectivement massacre, où il y a instabilité. Et dans ces rapports-là, nous avons demandé aussi, parce que nous avons eu des soupçons, qu'il y a environ 68% des fonds qui ont été décaissés, qui sont restés à Kinshasa. Et vous avez attendu à un moment donné un rapport où l'inspecteur général de l'armée a même dit qu'on a retrouvé 13 millions de dollars dans un bureau de l'état-major à Kinshasa. Et donc nous avons demandé un rapport avec tout ce qu'on a eu comme allégation, qu'on puisse instituer une commission de contrôle qui saura comment a été utilisé l'argent décaissé à 3 mois d'état de siège. Ça veut dire tout simplement qu'il y a eu 54 millions de dollars qu'on a décaissés pour pouvoir faire les opérations. Mais ces 54 millions, selon les rapports que nous avons analysés, on a perdu 68% environ sur place à Kinshasa. Alors c'est trop tôt qu'on dise qu'il y a eu détournement. C'est pour cela que nous avons demandé qu'il y ait une enquête pour savoir la destination de ces fonds. Et même y compris les 13 millions qu'on avait retrouvés. Et jusqu'à aujourd'hui, on est en train de patauger. Il n'y a pas encore donc cette initiative ou cette mise en place de cette commission. Vous estimez qu'il y a un groupe de gens qui veulent se retrouver derrière l'état des sièges. Voilà. C'est pour cela que je disais, tous les moyens qu'on a donnés pour que l'état des sièges ait les résultats positifs, donc la restauration de la paix, c'est devenu plutôt maintenant une mafia où un groupe de gens sont tombés sur tous ces moyens pour pouvoir en faire autre chose. Et donc là, je crois que ce n'est pas une bonne chose. Et c'est ce qui fait qu'avec l'état des sièges, il y a maintenant plus de morts parce que les moyens qui sont affectés à nos forces de sécurité sont utilisés autrement que ce qui devrait l'être. Donc c'est là où on a eu vraiment des difficultés et c'est là où nous sommes en train d'interpeller l'Assemblée nationale pour pouvoir... Honorable Gratien et Saint-Nicolas, vous êtes les débrouillants. Vous avez eu le temps de rencontrer le président de la République autour de la question sur l'évaluation de l'état des sièges. Quelles sont les garanties que le premier citoyen de la République démocratique du Congo vous a données? Il n'y a pas de garantie, mais nous croyons en lui. Nous croyons parce que c'est un chef de l'État, il ne peut pas parler pour parler.
Donc, ce qu'il a dit, suite à nos observations, nos revendications, nous pensons qu'il va mettre en application. Parce que nous avons demandé effectivement qu'on revoie un peu la chaîne de commandement militaire, que nous puissions avoir cette commission de contrôle pour savoir un peu comment ont été utilisés, comment ont été gérés, les fonds ont été utilisés. Nous avons demandé que les deux gouverneurs militaires, quand même, qu'on puisse les remplacer parce qu'ils ont démontré leurs limites dans la gestion de l'état de siège, parce qu'on leur a donné tous les pouvoirs, mais ils se donnent plus à l'administration normale, mais pas une administration opérationnelle, donc pour aller plus vers les fronts. Alors nous avons demandé aussi, nous avons exigé aussi qu'on puisse requalifier l'état de siège, donc concentrer tous les moyens dans les zones où il y a beaucoup de massacres. Et donc selon vous, par exemple, si à Bunia il y a la paix, on peut lever l'état de siège à Bunia et continuer l'état de siège, oui, par exemple, dans un territoire. On connaît des territoires qui sont affectés, c'est le territoire d'Irumu et le territoire d'Indjougou. On peut requalifier l'état de siège au mains des administrateurs des territoires qui sont des militaires, oui, et on concentre les opérations sur place. Ça va donner un bon résultat. Parce que le problème, c'est quoi? Quand on a un gouverneur maintenant qui travaille plus pour l'administration normale des civils, à un moment donné, il est plus préoccupé par beaucoup d'autres aspects. Des conflits de terres, je ne sais pas, des dossiers administratifs, beaucoup de problèmes donc relatifs à l'administration. Parce que l'état de siège, normalement, c'est un mois où tout devrait rester comme lettre morte, mais l'armée travaille. C'est pour cela que le législateur a mis ça pour un mois. Donc c'est un état exceptionnel. Mais maintenant, quand on commence à prolonger, on est aujourd'hui à 6 mois, on va à 7 mois, 8 mois, à un moment donné, ça ne devient plus une disposition exceptionnelle. On est plus maintenant en train de rentrer dans la routine, donc dans l'administration normale. Mais qu'est-ce que vous avez dit au chef de l'État lorsque, dans un discours qu'il a prononcé, il a dit que l'état de siège ne sera pas levé dès lors que l'insécurité, dès lors que ne mettra pas fin à l'insécurité dans la partie Est? Ça, c'est le souhait du chef de l'État. Il l'a dit, mais il y a séparation des pouvoirs. J'espère que vous n'oubliez pas. Je remonte à 2020, il y avait l'état d'urgence. Le gouvernement ou l'exécutif avait voulu que ça continue, mais l'Assemblée nationale avait arrêté. Donc, le président peut le dire, c'est dans son droit, c'est dans son mandat. Mais si l'Assemblée nationale, si on lise de la séparation du pouvoir, pense qu'il faut arrêter avec l'état de siège, on arrête avec l'état de siège. Et l'armée continue le travail normalement, parce que l'armée a sa mission, la police a sa mission. Donc ce n'est pas avec l'état de siège que la mission de l'armée, les pouvoirs s'augmentent, oui. Mais ce n'est pas avec l'état de siège ou sans l'état de siège que les pays ne fonctionnent pas. Les pays vont continuer à exister. Et voilà, honorable, par rapport à votre participation à l'Assemblée, du fait que le président, votre souhait que le président vous reçoive, le président vous a reçu, maintenant que il y a une commission qui a été mise en place où vous avez travaillé dans cette commission-là. Vous avez des propositions que vous avez faites au gouvernement et au président de la République. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on puisse remonter cette manche, pour que l'état de siège puisse produire maintenant un bilan positif? D'abord, il faut qu'on se le dise, hein, c'est ce que les chefs de l'État a aussi dit. L'état de siège en soi, ce n'est pas mauvais, parce que nous, on cherchait la paix. Mais nous, on voulait un état de siège, qui va faire 1 mois, 2 mois, où on concentre des moyens et qui a des résultats. Mais maintenant, les chefs de l'État viennent de reconnaître que les problèmes, c'est plus les acteurs. Et c'est pour cela que nous avons demandé à ce qu'on limite l'état de siège dans l'espace et dans le temps. Donc, savoir un peu, ça va prendre quel territoire, quelle délimitation, mais aussi ça va aller jusqu'à quand. C'est important. Parce que nous, on est en train de chercher qu'on sorte de l'état de siège, qu'on réforme nos systèmes et qu'on voit aussi comment faire des mutualisations des forces pour qu'on arrive à mettre fin avec ces systèmes-là. Donc, je voudrais dire que le chef de l'État, il va étudier, parce que nous, on le voit comme un commandant suprême. Celui qui décide sur l'armée, c'est le chef de l'État, ce n'est pas le gouvernement. C'est le chef de l'État qui est le commandant suprême. Donc il y a des décisions que lui seul peut prendre. Et c'est pour cela que nous avons exigé qu'il n'y ait pas de contours, qu'il n'y ait pas le président de l'Assemblée pour qu'on expose nos problèmes, parce qu'on lui avait déjà exposé.
le Premier ministre, on est passé, il fallait qu'on voit les chefs de l'État parce qu'il doit prendre des dispositions et nous devons les mettre devant sa responsabilité. Donc c'est en quelque sorte comme ça que nous avons pensé travailler tout en espérant qu'il y aura un résultat contraire maintenant parce que les problèmes pour le moment ce sont les acteurs. Donc les animateurs de l'état de siège ne travaillent pas bien et après cela on doit mettre des bons animateurs et on va exiger des résultats en moins d'un mois ou 2 mois. Je vous rappelle que les dossiers que nous traversons à l'Est, si on met de la volonté, on y met des moyens, en moins d'un mois, on peut finir avec tout ce qui se passe à l'Est. On a tellement dramatisé l'affaire, mais c'est parce qu'il y a complicité interne, c'est parce qu'il y a des gens qui voudraient faire la mafia, qui voudraient faire des trafics autour de cette guerre. C'est ce qui fait qu'on ne sait pas terminer, parce qu'il y a des gens qui vivent de ça. Alors il faut qu'on arrive à déceler, heureusement le chef de l'État l'a dit, qu'on arrive à trouver ceux-là qui vivent de ça et qu'on les arrête, on les défère devant des juridictions. Et vous allez voir que la guerre va prendre fin. Moi je me souviens en 2019, quand nous sommes allés avec le chef de l'État à Ituri, toujours avec le président Tshisekedi, c'est lui qui était là, le général Chiviri à l'époque. En moins de 2 mois, il a remis de la sécurité partout en Ituri et tout était fini, tout était redevenu à la normale. Oui. Donc voilà un peu comment nous pensons les choses. Et donc il faut qu'on mette de la volonté et des moyens et c'est fini. Voilà, l'honorable, puisque vous parlez des moyens, parlons un peu du budget de la loi des finances qui a été votée à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, cette loi de finances, cette proposition de loi, ces projets de loi de finances, aujourd'hui estimés à 10 milliards de dollars. Et puis Sama Lukonde a déposé le projet de loi le jour où même il y a eu rentrée parlementaire de la session budgétaire et il augmente le budget. Ça signifie qu'il y a quand même une volonté de faire du côté du gouvernement. Bon, d'abord, je rappelle que ce n'est pas la première fois où on fait une tentative d'aller à 10 milliards, 11 milliards, parce que même Ilou Kamba, l'ancien Premier ministre, il l'a fait, il est allé à 11 milliards. Mais bon, quand on a exécuté, on s'est justifié sur Covid et d'autres facteurs, finalement, on a fait un budget rectificatif où on est tombé, je ne sais pas, 7 milliards, je ne sais plus combien. Donc, ce n'est pas... C'est pas exceptionnel, en fait, parce qu'il y a eu d'autres tentatives aussi où on est allé à 10, 15, 10, 11 milliards. Donc, c'est pas du nouveau. Mais parlons quand même du budget alloué à l'armée. 3% pour une armée qui doit mettre fin à des hostilités dans la partie Est. Est-ce que vous ne voyez pas que ces moyens sont très insuffisants? Non, le problème, ce n'est pas les 3%. Le problème, c'est plutôt l'utilisation rationnelle de ces fonds. Quand j'ai échangé avec les ministres de la Défense, ils me disaient on a beaucoup besoin de moyens. Et ça, toujours, ça a été même le discours du chef d'état-major Mbala qui aime toujours dire on a besoin de moyens. Et on nous a fait sillonner tout l'Est de la RDC, on voit les conditions des militaires, on dit on a besoin de moyens. Mais ce n'est pas ça le problème. Moi, je leur dis toujours, et ça, c'est la formation que j'ai eue quand je travaillais avec UNICEF. Quand nous réclamions l'argent, des moyens supplémentaires pour bien mener nos activités, je me souviens, mon chef me disait toujours, il faut d'abord bien utiliser le peu que vous avez pour demander qu'on vous ajoute des moyens. Alors, quand vous ne savez pas utiliser le peu que vous avez, si on vous ajoute les moyens, mais vous allez toujours mal les utiliser. C'est ça. Ça, c'est raisonnement logique. Je vous donne un exemple. Nous faisons le travail avec la Commission Défense et Sécurité. On décaisse 54 millions et nous trouvons qu'il y a plus ou moins 68% des moyens qui sont restés à Kinshasa. Et même le peu qui est parti, est-ce que c'est arrivé à destination? On ne sait pas. Parce que selon certaines informations, les 2 provinces auraient reçu seulement 8 millions. Il faut vérifier. C'est là où nous sommes en train de demander qu'on fasse une commission d'enquête pour comprendre ça. Alors, quand vous êtes dans un état comme ça, où on trouve 13 millions de dollars en cash à l'état-major, et pourtant, vous savez que notre réglementation financière refuse à ce qu'on ait 10 000 de dollars en cash. 10 000 de dollars. Mais on trouve 13 millions emballés quelque part. Et ça, on emballe ça autour des secrets de France. C'est difficile de le savoir. Je préfère pas faire des commentaires. Oui. Donc,
on a déjà un problème avec l'utilisation des fonds. Mais quelque part, je l'ai dit aussi, ça n'a jamais été un secret. Oui. Je préfère revenir sur ça. J'ai dit ça dans votre émission la fois passée. Oui. Quand vous trouvez, par exemple, qu'une personne qui touche 100 $ circule à bord d'une voiture, est-ce que c'est les 100 $ là qui fait en sorte qu'elle circule dans une voiture? Il achète une voiture, il achète une maison. Et pas n'importe laquelle. C'est une villa, c'est une maison, c'est une villa ou c'est un immeuble. Vous voyez? Est-ce que vous allez dire qu'on les paye 100 $? Est-ce que vraiment c'est la valeur? Dans un pays où on fait vraiment du travail, on a un regard sur la corruption, on doit arrêter cette personne-là. Je touche 100 $, mais je m'achète une voiture, mes enfants étudient en Europe ou aux États-Unis, et j'ai des immeubles. Non, mais dans un pays normal, on doit m'arrêter, on doit investiguer sur moi et m'arrêter. Ça veut dire que j'ai des sources de financement illicites. Et c'est ce qui se passe avec notre armée. Donc, vous trouvez qu'il y a beaucoup de généraux ou des officiers qui ont de très belles voitures, parfois des Hammer qui coûtent 100 000 $, ils construisent des immeubles. Ben, cet argent, ça vient d'où? Quand il a un salaire, et on réclame qu'on puisse rehausser ces salaires-là. Mais le salaire est minimal. Donc, je voulais revenir à notre sujet pour dire que le problème, ce n'est pas d'abord augmenter l'argent, les budgets pour l'armée, mais c'est d'abord faire en sorte que nos forces de dépense, ce n'est pas seulement l'armée, parce qu'il y a, je parle des forces de sécurité, parce qu'il y a les renseignements au niveau du ministère de l'Intérieur, il y a la police, il y a l'armée. Donc il faut d'abord qu'il y ait une utilisation rationnelle de ces fonds et qu'on dégage maintenant les besoins pour qu'on ajoute des moyens. Donc si vous le faites à la vaiglette, vous allez donner des moyens pour que les gens achètent encore plus d'immeubles à travers le monde, qu'ils envoient encore de l'argent aux États-Unis, en Europe pour faire des histoires qu'on ne connaît pas. Ils vont être des polygames, ils vont entretenir des femmes. Donc c'est ça un peu le problème. Et on l'a vu donc sur le terrain et on l'a démontré qu'il y a des militaires dans des mines. Alors, je vous donne encore un petit exemple aussi. Oui. Vous trouvez à Kinshasa, vous circulez avec nous à Kinshasa, vous trouvez des officiers qui ont dans leur suite parfois 10 à 15 militaires qui les escortent. Ce sont des généraux. Et parfois, ils mettent 2-3 véhicules de leur suite. Et vous trouvez même des véhicules militaires, des jeeps militaires, des véhicules tout-terrain militaires, qui supposaient être au front, en train de sillonner dans la ville. Parfois, ça va même chercher les enfants à l'école. Parfois, parfois, ça va même accompagner la dame au marché. Et donc, si vous prenez le nombre de généraux qui sont à Kinshasa, je prends au hasard 100 généraux. Oui. Je prends au hasard. Et si vous prenez chaque voiture ou chaque véhicule tout-terrain de l'armée attaché à ces généraux-là, vous aurez déjà 100 véhicules qui sont immobilisés à Kinshasa. Ça, je donne un exemple. Qui ne font rien. Hein? C'est juste pour escorter le général ici en ville, qui va les tuer. Je ne sais pas. C'est pour escorter leurs membres de famille, je ne sais pas, à l'école, au marché et quoi, tout ça. Vous avez 100 véhicules immobilisés qui devraient servir au front. Vous avez la quantité de carburant qui sont consommés, devraient servir au front parce que c'est toujours le trésor public. Vous avez parfois l'air suite 15 militaires dans leur domicile, dans leur suite là. Vous multipliez 15 fois 100, vous avez au moins 1500 militaires qui sont bloqués ici. Et quand vous voyez l'argent les fonds de fonctionnement pour leur survie, c'est beaucoup d'argent. C'est très compliqué. Voilà. L'honorable Gratien de Saint-Nicolas, Élie de Bounia, il demande à ce qu'il y ait une bonne utilisation de fonds alloués pour l'instant à l'armée nationale de la République démocratique du Congo. Mais l'honorable, vous avez suivi les déclarations de l'honorable Jean-Marc Kabound. Il dit que le budget, on doit penser à la réduction des trains de vie des institutions. Il vous accuse, vous les élus nationaux, de dépenser, de consommer une grande partie du budget. Il pense même qu'il faudrait que le train de vie soit réduit, divisé par D, par rapport à ce que vous touchez comme émolument. Alors, vous avez un commentaire à faire par rapport à ces déclarations? Non, je crois qu'il faut être prudent quand vous devez faire des déclarations publiques de ce genre-là. Je ne sais pas à quelle allusion, à quoi on fait allusion. Si vous prenez... Je voudrais qu'on soit pratique. Hein? Oui. Bon, supposons que les députés touchaient 10 000 $, mais nous, notre émolument n'atteint pas 10 000 $. Je vais même annexer. Supposons, si les députés touchent, prenons 5 000. 5 000 $,
vous multipliez fois 500 députés. Je ne sais pas, ça va faire dans les 2 500 000 dollars, je crois. 2 500 000 dollars. Bon, supposons que les députés touchent 0. Et vous prenez tous les budgets là, 5 000, vous multipliez par 500, 2 500 000. Vous répartissez sur le nombre de militaires. Supposons si nous avons 100 000 militaires. Supposons. Vous prenez 2 500 000, vous répartissez chez 100 000 militaires. Chaque militaire aura l'augmentation de combien? Je pense bien de 25 dollars. Si je fais bien les calculs, ça doit être 25 dollars. Parce que si vous multipliez 25 fois 100 000, ça fait 25, voilà, 25 millions. Mais est-ce que les 25 dollars vont changer les statuts de vie des militaires? Ça, c'est seulement rien que pour les militaires. Bon, prenons les problèmes, le nombre d'enseignants. Prenons le nombre des infirmiers. La gratuité de l'enseignement. Oui. Est-ce que le problème, c'est l'argent des députés? Non. Il faut quand même... avant de faire des déclarations comme ça, faisons souvent des calculs. Est-ce que dans la réglementation de l'Assemblée nationale... Donc, je voudrais dire quoi? Non, il peut prendre la parole, il est député comme tout député. Voilà, parce que il peut prendre. Ils ont posé cette question de savoir... Il peut prendre la parole, c'est là où il y a la différence. Bon, avant que j'arrive là, je voulais conclure que les problèmes, même si vous réduisez l'argent des députés à 0, ça ne va pas résoudre la grogne sociale que nous avons au niveau de l'enseignement, au niveau de l'armée, au niveau des infirmiers, au niveau de la santé. Ça ne va pas résoudre. Donc je viens de faire un calcul simple. Même si on prend notre argent, on nous réduit à 0, vous répartissez ça sur les militaires, ils vont avoir une augmentation de 10 dollars ou de 15 dollars. Ça n'a pas de sens. Bon, le problème c'est ailleurs. Hein? Alors, par rapport à la question dont vous dites là, tous les membres du bureau ont les mêmes droits. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui pensent que le président Bosso peut décider sur les députés. Non, attention. J'ai vu la fois passée, le gouvernement pensait que quand le bureau a déjà une position, le bureau de l'Assemblée nationale, automatiquement le bureau va demander aux députés d'exécuter et voilà, on exécute. Non, chez nous, c'est pas comme ça. Chez nous, il n'y a pas de chef. Ça, on doit se le dire. À l'Assemblée nationale, voilà, ça c'est un bon exemple. Il est comme chef de classe. Mais le chef de classe, il a les mêmes privilèges que tous les élèves qui sont. Il peut même échouer. Oui. On peut même les chasser pour mettre quelqu'un d'autre. En fait, c'est ça. Donc, à l'Assemblée nationale, on s'attend, parce qu'on ne peut pas consulter tous les 500 députés au même moment, on s'attend pour mettre les membres qui vont quand même être comme nos représentants. Et on vote Mbosso, on vote le premier vice-président, et on dit, bon, celui-ci est chargé de ceci. Ce sont des attributions, mais ça n'affecte pas. Ce ne sont pas des décisions qu'on peut prendre sur nous. Voilà, donc nous allons terminer. Selon vous, le projet de loi du budget présenté par Sama Lukonde, il est réaliste ou pas? Bon, avant que je dise ça, j'aimerais tout simplement dire que les députés sont chefs. C'est la population. Les députés n'ont pas de chef. Même le président n'est pas notre chef. Les députés sont chefs, c'est la population. Voilà. Et on clôt là-bas. Pour les budgets, est-il réaliste? Pour les budgets, ils sont allés à 10 milliards de dollars. Mais je vous dis que si vous commencez à voir les indicateurs, les indices, vous verrez que ces budgets risquent d'avoir des problèmes. On peut atteindre 10 milliards, mais on ne va pas atteindre les résultats que nous cherchons. Et les résultats que nous cherchons, c'est quoi? C'est l'amélioration de la situation sociale de la population. On voudrait qu'on puisse améliorer les infrastructures, donc notamment les routes, les écoles, les centres de santé. On risque de ne pas atteindre ça. Je m'explique pourquoi. Parce que quand vous voyez les indices de l'économie, en fait, pour que nous puissions avoir des moyens de stabilité économique, il faut beaucoup investir dans ce qu'on appelle les secteurs primaires. Les secteurs primaires, c'est là où il y a l'agriculture, il y a l'élevage, il y a la chasse, il y a la pêche, il y a les mines. C'est ça les secteurs primaires. Donc, quand vous n'avez pas investi dans les secteurs primaires, c'est difficile d'avoir une stabilité économique. Les secteurs primaires donnent comme conséquence les secteurs secondaires. Ça veut dire que les produits que vous avez vont être transformés. C'est là où dans les secteurs secondaires,
il y a des industries manufacturières pour transformer un peu ce que vous avez. Et de là, maintenant, on part dans les secteurs tertiaires où il y a plus les services. Parce qu'il y a des gens il y a des engagements sociaux et voilà. Et donc, il y a toute une succession, un enchaînement logique en économie pour aboutir à un résultat. Et à fait de compte, maintenant, on va additionner, on va ajouter des taxes et redevances. Et quand vous voyez tous ces indicateurs-là, vous trouverez que chez nous, plutôt, on est en train de faire des apports économiques avec des taxes et des redevances. Et donc, on ne peut pas avoir la stabilité économique et ne pas atteindre tout ce que nous voulons comme changement. Autrement dit, on risque de ne pas avoir le développement que nous pensons. Alors, on a vu Matata Ponyo chaque fois parler des cadres macroéconomiques. Voilà. Et c'est devenu un peu compliqué pour les gens. Mais à terme simple, hein, quand vous avez les secteurs primaires, l'agriculture, pêche, élevage, mine, qui fonctionnent, ça donne essence au secteur secondaire, où il y a la transformation. Et après, ça va aller au secteur tertiaire, où il y a les services pour tout faire. Et ça fera en sorte qu'il y a la production, parce que là, tu vois un peu, il y a secteur primaire, il y a la production, secteur secondaire, il y a la consommation, parce qu'il y a la transformation. Donc, c'est les indices des cadres macroéconomiques, c'est la production, c'est la consommation et c'est l'emploi à travers le secteur tertiaire où il y a les services. Voilà. Donc, on ne va pas atteindre ça parce que justement, le secteur primaire pose problème, le secteur secondaire est en train de boiter, donc nous n'allons pas atteindre les cadres macroéconomiques, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de développement. Mais nous avions vu dans ces budgets, la grande partie des ressources ont été confiées soit à la présidence, soit aux institutions, mais peu de moyens ont été confiés au secteur primaire que vous évoquez là. Qu'est-ce qui justifie cette démarcation? Oui, parce que le secteur primaire, là, c'est plus ce qu'on appelle investissement. En fait, ça donne lié à des investissements dans les pays. Et donc, un autre aspect qu'on doit ne pas oublier, la RDC fonctionne sur base caisse. Il y a toujours ce qu'ils appellent PTR, les plans de trésorerie. Ça veut dire quoi? L'argent que vous encaissez aujourd'hui, alors on l'a fait pour l'utilisation, pour des dépenses. Ça, c'est trop dangereux. Mais comment vous allez investir quand chaque fois vous attendez aujourd'hui, la maman va aller au marché et c'est l'argent qu'elle va amener? C'est ça. Une fois vous interrompre parce que les Congolais, lorsqu'ils apprennent, les budgets c'est 10 milliards. Les politiciens congolais ont tendance à faire croire à la population que sa situation va s'améliorer. Oui, et quand vous voyez à l'Assemblée nationale, chaque fois, moi je suis là depuis 3 ans, les députés sont en train de se lamenter. Dans ma province, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'école. Ça fait 3 ans qu'ils reviennent sur les mêmes discours et rien ne change. Parce que justement, on ne met pas l'argent dans les secteurs primaires. Les gouvernements devraient commencer par investir dans ces secteurs primaires. Donc, on diminue par exemple l'argent des institutions. Parce que vous savez, l'argent des institutions, le fonctionnement là, ça prend beaucoup d'argent et c'est là où oui, je vous donne un petit exemple. Un ministre qui passe avec des cortèges, c'est parfois 3-4 véhicules. Si vous allez en termes d'économie, on est en train d'acheter, on est en train de payer ces gens qui sont en train de l'escorter, on est en train de payer les carburants, on est en train de payer l'amortissement, on paye beaucoup de choses et c'est ça le fonctionnement qui devient gros. Et quand vous voyez dans les cabinets, au lieu que les cabinets puissent avoir 10-15 personnes essentielles, vous trouvez dans ces cabinets, il y a 50-70 personnes. Et on affecte l'argent. Il y a des cabinets ministériels qui ont 100 membres. Exactement. On est aujourd'hui à 50-52 ministères. Pourquoi pas avoir 15 ministères? C'est ça ce qui fait grossir les fonds de fonctionnement. C'est parce qu'on se partage les gâteaux. Et donc, normalement, cet argent-là, on devrait prendre la grande partie de ces frais de fonctionnement et l'investir, par exemple, dans les secteurs primaires. Et quand vous l'investissez là-bas, vous allez voir qu'il y a la production. Parce que quand vous ouvrez aujourd'hui une plantation comme Bukangalonzo, il y a des gens qui vont aller travailler là-bas, il y a des transporteurs qui iront là-bas, il y a des gens qui vont aller balayer là-bas, il y a des cuisiniers qui vont... Donc vous allez résorber le chômage. Et c'est ça, c'est un indicateur des cadres macroéconomiques. Vous allez résorber le chômage, vous allez offrir l'emploi aux gens et vous allez faire la production.
Vous voyez un peu des grandes erreurs comme l'effet où on va acheter les poissons en Namibie et pourtant nous avons beaucoup de lacs. On a les lacs Albert, on a les lacs Edouard au nord Kivu, les lacs Abessenituri, on a les lacs Tanganyika qui est le plus poissonné, on a les lacs Kivu, on a beaucoup de lacs, donc ça ne s'explique pas. Il faut investir dans ces lacs-là pour avoir les poissons et consommer congolais. Mais lorsque le gouvernement vient pour défendre la loi, le projet de loi sur la reddition des comptes, il y a des dépassements partout. Mais vous ne sanctionnez pas, pourquoi? Non, c'est là où il ne faut pas à un moment donné tout politiser. C'est ça l'erreur que nous commettons à l'Assemblée nationale. Quand vous politisez tout et vous tombez pratiquement à bas. Et donc, à un moment donné, le Congolais doit être conscient qu'on doit cesser avec ces habitudes où on vous utilise en politique pour venir faire des pressions. Ouais, parfois on doit voter des lois, on amène des militants, ils sont à l'extérieur. Même le jour où on votait la loi, vous pouvez déjà aller à l'extérieur, il y a des gens dans la salle. Attention, ça c'est trop dangereux. Quand nous politisons tout, les résultats deviennent négatifs. Et donc, les jours où on aura une assemblée qui est libre, qui est consciente, qui est souveraine, c'est ces jours-là qu'il y aura les développements. Parce que tous les discours que les députés avancent, ce sont des discours significatifs, très bons, mais on ne va pas les appliquer. Et vous allez encore me rappeler à 2022, si on aura atteint quand même un indice qui montrera, des indices qui vont montrer... Parce que, par exemple, pour un ministère qui a consommé au-delà de son budget alloué... Oui, c'est ça. Aujourd'hui, vous voyez, par exemple, la présidence, on a combien de personnels? Selon les informations, on est à plus de 1000 conseillers. Est-ce que c'est normal? Qu'est-ce qu'ils font? Vous voyez? Donc tout ça, on doit réfléchir. On doit réfléchir. Ouais. On doit réfléchir sur tout ça et pouvoir travailler d'une façon réaliste. En fait, il faut de la volonté pour que normalement les gouvernements SAMA prennent en considération les secteurs primaires et après qu'ils commencent à investir dans des... Et c'est là même les FPI, Fonds pour la promotion des industries, qui renforcent les secteurs secondaires. Et vous allez voir, tout le monde aura de l'emploi au lieu de déambuler, circuler, devenir des chèques. Les gens auront de l'emploi et en fait, les gens vont produire et ils vont consommer. Donc, tout ce que nous faisons aujourd'hui, on importe les poulets, on importe la viande, on importe les poissons. On devrait les faire ici. Moi, j'ai parlé aujourd'hui dans un entretien de notre parti ensemble avec un de nos camarades qui est de Kwango, qui vous dit qu'il y a beaucoup de maïs qui sont produits là-bas. Chez moi à l'Est, il y a beaucoup de maïs. Mais vous trouvez Kasaï qui n'a pas de maïs, au Katanga où il y a des raretés de maïs. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de routes. Mais pourquoi nous n'investissons pas dans des routes? Parce que nous allons consommer congolais. Et j'ai beaucoup aimé des petites initiatives aujourd'hui où les gens commencent à comprendre qu'il faut consommer congolais. Donc voilà un peu, je ne crois pas beaucoup à ces budgets pour l'amélioration de la situation sociale de la population. Les gens diront que je suis extrémiste, mais en fait, c'est ça l'économie. Ils ont affecté des moyens au secteur primaire et c'est visible. Oh oui, et c'est visible parce qu'on privilégie les secteurs qui bouffent. Et ces secteurs qui bouffent là, ce sont des secteurs politiques. Parce que quand vous avez par exemple 52 ministères, c'est parce qu'on veut partager les gâteaux, tout le monde doit se retrouver. Mais pourquoi ne pas avoir 15 ministères? Comme ça, on a moins de frais de fonctionnement. Et pourquoi ne pas avoir un cabinet ministériel avec 15 personnes que aller à 60, 70, 100 pourquoi à la présidence ne pas avoir 20 conseillers qu'aller à 1000 conseillers comme on apprend là, tout ça. Donc, il faut vraiment qu'on travaille sur la conscience des Congolais. Voilà. L'honorable Gracile Nicolas, merci pour avoir répondu à notre invitation. Nous vous remercions. Vous avez donné votre point de vue sur ces deux questions majeures en République démocratique du Congo, notamment l'état des sièges au Nord Kivu. L'honorable estime que les moyens qui sont alloués à l'armée doivent être bien utilisés, bien qu'ils soient insignifiants, parce que jusque-là, les moyens qui sont alloués ne sont pas bien utilisés. Et il a donné également son point de vue sur le projet de loi du budget qui est en examen à l'Assemblée nationale. Mesdames et messieurs, vous avez été nombreux à nous suivre à travers la République démocratique du Congo et pourquoi pas à l'étranger. Nous allons retrouver prochainement avec un nouvel invité. Au revoir.